Alors, on a un article de Siècle Digital qui vient de nous dire que l'iPhone 16, Apple serait confronté à un lancement décevant après les premiers chiffres. Et en gros, j'ai parcouru l'article, hein, bien sûr, avant de l'amener sur la table. Et d'après ce qu'il dit, c'est que sur donc, les ventes préliminaires, donc du premier week-end, on va dire même, je crois, je sais pas si ça parle de la semaine de mémoire. Non, c'est le premier week-end. On nous indique qu'il y a une baisse notable de plus de 12% comparé à l'année précédente. Et les sources, c'est notre analyste préféré, Ming Chi Kuo, qui parfois nous fait des leaks et parfois parle de sujets un peu plus, qui est moins de la rumeur, mais plus des choses, des choses concrètes. Et là, il est ensuite repris aussi par TF International Securities, qui a l'air de confirmer cette baisse. Et en gros, ils essaient d'expliquer aussi pourquoi il y a moins d'engouement sur ces iPhone 16. C'est qu'apparemment, il y a pas mal de consommateurs qui trouvent que pour le moment, la proposition faite par Apple en l'état n'est pas intéressante à faire, à migrer. Surtout parce qu'en fait, il y a toutes les fonctionnalités qui nous ont été vendues pendant la keynote au sujet de l'intelligence artificielle. Sont encore des promesses plus que des choses palpables. Donc les gens se disent, en gros, acheter un iPhone aujourd'hui, switch de téléphone, alors qu'en vrai, toutes les fonctionnalités potentielles que j'ai envie d'avoir sur ces nouveautés se situent du côté de l'intelligence artificielle. Et du coup, elles n'y sont pas. Donc pourquoi l'acheter dès maintenant? Ça ne veut pas dire que ça va flopper, hein. Mais ça veut dire que dès maintenant, les gens disent que ça, c'est pas intéressant. Je trouve ça intéressant, moi, comme constat. Tu as vraiment l'impression que cette histoire d'intelligence artificielle, où pour moi, au début, je vais pas vous mentir, sur les smartphones en général, sympa, mais pas de quoi non plus révolutionner le game. Et pour moi, c'est même presque une technique pour les constructeurs pour essayer de se retourner parce qu'ils sentent que le pliant, c'est encore trop cher à produire et ça prend pas. Et là, du coup, en fait, c'est en train d'infuser auprès du consommateur. C'est-à-dire que là, je pense que malheureusement ou heureusement, peu importe, non, il n'y a pas mort d'homme, mais le marketing autour de ces technologies-là est en train de prendre du côté des consommateurs. Tac, je regarde ce que vous me dites. Mexico, il est basé à Taïwan et tweet en mandarin. Ok. Bah écoute, je savais qu'il était plutôt côté Chine parce que le truc, c'est qu'il est proche des usines de production. C'est un peu, j'ai l'impression, de là où il tire vraiment toutes ces informations. Là où, par exemple, un Mark Gurman a sans doute plus, lui, des oreilles chez Apple, à ses oreilles chez Apple et arrive à choper des gens qu'il doit connaître en interne, sur lesquels ils arrivent, voilà. Après, Gurman et tout, là, c'est marrant, il y a des leaks. Quand Apple, j'ai l'impression, les subit vraiment, ils font un peu une Nintendo dans le game, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à aller retourner, à faire la technique de la terre brûlée pour retrouver la source et aller s'occuper de la personne qui poucave. Et là, bizarrement, Mark Gurman, ça ressemble quand même à des trucs un peu orchestrés, dans le sens où le mec, il arrête pas de sortir des infos, mais t'as pas l'impression qu'Apple fait tout ce qu'il peut pour essayer d'endiguer ces fuites d'informations, c'est marrant. Oui, donc voilà, et en plus, t'as raison, Gurman a travaillé chez Apple, donc il a encore ses sources là-bas, forcément, ouais. Mais c'est marrant que, tu vois, typiquement, ça voudrait dire qu'Apple a encore plus de facilité à pouvoir trouver potentiellement qui le fournit en information, et il se mange pas de pression. Je sais pas si vous avez remarqué, je viens de me faire ce constat-là. Alors, ORLM et The Eye Collection sont pas fans du bouton caméra. Eh ben écoute, j'ai pas vu, je vais pas te mentir, ni l'un ni l'autre. J'ai suivi un petit peu ORLM lors des annonces, mais j'ai pas eu le temps de voir ces retours-là. Et JB, j'ai pas eu le temps de voir sa vidéo non plus. Moi, je regarde pas très souvent. C'est vrai que quand je fais pas de la tech moi-même, je regarde pas chez les autres pour pas trop me saouler. Mais intéressant, du coup, ce que tu dis, c'est cool. Après, je voulais voir un truc sur lequel il me semblait, j'ai peut-être lu en biais. Mais oui, au-delà du simple nombre d'unités vendues, la répartition entre les différentes options d'iPhone 16 pose un autre défi pour Apple. Et ça me fait plaisir parce qu'il y a un truc qui valide un peu
Vous savez, ma vidéo que j'ai faite sur le sujet. Voilà. Les modèles standards de l'iPhone 16 et iPhone 16 Plus ont enregistré une demande plus forte que prévu, suivie de près par une baisse respective des ventes des versions Pro et Pro Max de 27% et 16%, source Ming-Chico. Ça veut dire que j'ai eu du nez, en tout cas, aussi. Je vais me congratuler un petit peu, hein, ça me fait plaisir. C'est que effectivement, cette année, Apple a été beaucoup plus généreux sur ses iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Après, en vrai, il suffit de regarder un peu les choses factuellement. Même si, tu vois, je suis content parce que je ne suis pas le plus grand des experts sur l'Apple et les iPhones. Mais moi, déjà à mon échelle, j'ai réussi à voir qu'en fait, entre le bouton capture qui est là, la puissance des SoC qui ont augmenté et qui, par exemple, permet aux iPhone 16 d'entrée de gamme d'avoir accès aux jeux AAA, là, les Resident Evil et les machins. Je dis pas que c'est ça, hein, mais c'est juste pour vous dire. Je dis pas que voilà, les gens sont en quête d'accéder à ça, mais ça, pour moi, clairement, c'est un élément qui prouve que Apple a été généreux sur ses entrées de gamme avec l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus. Et du coup, je comprends que les gens se disent, allez, cette fois-ci, quand on regarde le delta entre le Pro Max et les iPhone 16 et 16 Plus, outre le fait qu'il y a la caméra supplémentaire et voilà, finalement, le 16 et le 16 Plus me suffisent. Et du coup, je vais peut-être économiser un peu de sous cette année pour me prendre un modèle un peu moins haut de gamme. Et par exemple, pour les tailles aussi, également, les tailles d'écran qui se sont étirées. Donc, voilà. Après, peut-être que d'ailleurs, avec les Pro Max, Apple a été un peu trop loin sur le gabarit et qu'il y a des gens qui ont dit non, c'est trop. Mais voilà, je trouve que c'est cool. Mais du coup, et donc je reprends ce que dit Guillaume, Apple ne pouvait pas être radin, avec les iPhone 16 car un peu intelligence a besoin de beaucoup de RAM et du CPU SoC A18 pour ça. Bah, mine de rien, pour moi, c'est pas forcément un argument qui tient parce que, en fait, alors j'allais parler de l'iPhone 15 en disant que ils l'ont fait quand même pour l'iPhone 15, mais même au-delà de ça, c'est que tu peux quand même déporter une partie du traitement de l'intelligence artificielle, enfin de l'Apple Intelligence, du côté des clouds de chez Apple. On se rappelle, hein, Apple Intelligence, c'est pour moi, j'en vois 3 types de fonctionnement. En local, géré par la puce. En cloud, géré par Apple et ses serveurs. Et après, le partenariat avec OpenAI pour tout le reste. Et je pense qu'ils auraient très bien pu encore museler les iPhone 16 et 16 Plus pour dire que les choses se feraient dans le cloud, qu'il y aurait une latence, voilà, il y aurait un temps de traitement des informations plus long que si c'était fait en local, en direct sur la puce, pour essayer de dire aux gens, vous voulez l'Apple Intelligence le plus performant, c'est sur les Pro et Pro Max. Voilà. Pourquoi je te dis ça? Tout simplement parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes à lire. En gros, si c'est une année où au final, la baisse des Pro et Pro Max va profiter aux iPhone 16 et iPhone 16 Plus, rappelez-vous d'une chose, et c'est l'article qui le montre très très bien, c'est que ça risque de rapporter moins de sous à Apple. Parce que les gens qui achetaient les modèles les plus chers se tournent vers les modèles les moins chers et du coup forcément ton bénéfice risque d'en souffrir un petit peu du coup. Parce qu'ils le disent très bien dans cette phrase. En conséquence, cette tendance pourrait potentiellement affecter le prix de vente moyen, donc des iPhones en général, et par extension le revenu global généré par les ventes d'iPhone. Voilà, et ça pourrait casser la dynamique. Voilà. Sur les revenus, on pourrait voir dans le camembert les iPhones perdre un petit peu se faire grignoter, ou en tout cas être moindre par rapport à d'autres produits qui sont vendus chez Apple, parce que justement le revenu global aura diminué. Et ça, j'avais pas pensé. Oui, les iPhone 16 et 16 Pro, je vais vérifier quand même, mais c'est Wi-Fi 7.
Je crois qu'il y a... merde, iPhone 7, pardon. Donc, iPhone 16... 7, ouais, tu vois, c'était bien ça. J'étais quasiment sûr, mais j'ai préféré vérifier. Donc voilà. Et du coup, ça peut être un mal pour un bien. Je sais pas si par exemple l'année prochaine, soit ça va passer par une augmentation du modèle d'entrée de gamme, ou peut-être encore essayer de recreuser l'écart, peut-être, ou pas, ou peut-être rester sur cette ligne et que ça leur va très bien. Après, ils ont de l'argent à plus savoir qu'en faire. Apple, ils pourraient se permettre comme ça quelques années de continuer sur cette vague, de faire en sorte que les entrées de gamme soient chercher une expression, mais je la trouve pas, mais soit en tout cas le moteur, on va dire, les modèles les plus achetés pendant quelques années. Mais ça, après, d'habitude, normalement, les boîtes, elles sont là pour faire plus d'argent. Et pas forcément. Moi, j'avais presque un peu l'impression que les entreprises sont quand même au courant qu'il y a de la crise, que le pouvoir d'achat des gens, il est compliqué. Et que du coup, le problème, c'est qu'à force de vouloir trop tirer la couverture vers soi, ils prennent un risque aussi que les consommateurs les squeezent. Voilà. Et peut-être que d'ailleurs, si on y réfléchit 2 minutes, théorie du complot encore de ma part, est-ce qu'ils sont au courant, ils sont conscients qu'en fait leur Apple Intelligence, est pas encore totalement prêt à être livré, entre guillemets, et qui se sont dit, si on s'amuse à brider un peu les iPhone 16 et les 16 Plus au détriment des Pro et des Pro Max, et qu'on n'arrive pas à délivrer notre Apple Intelligence Day One, le premier jour, le jour de l'annonce, les gens vont nous bouder, quoi. C'est-à-dire que là, en fait, les gens vont se dire, bah vraiment, je passe pas au modèle prochain. Voilà, donc est-ce que c'était aussi une technique pour un peu éviter une difficulté supplémentaire en se disant, bon, bah en vrai, on va gâter les prix d'entrée de gamme. J'ai regardé le chat, j'aurais pas dû. Mais Redout qui nous dit oui, je crois que Free attend une image côté Apple. Ouais. Donc en gros, voilà, est-ce que c'était pas non plus une stratégie sciemment réfléchie pour justement pallier à ce problème-là? Parce qu'en fait, c'est ce que dit l'article aussi, c'est qu'il y a des améliorations techniques appréciables mais pas révolutionnaires. Et du coup, il y a plein de gens qui se disent, bah ouais, ok, la qualité des photos s'est accrue, la puissance s'est accrue. Et c'est là aussi où je reviens sur le fait que les gens n'ont pas forcément envie de jouer à Assassin's Creed Mirage sur leur téléphone ou Resident Evil. D'après ce que j'ai entendu, les jeux sont pas des succès commerciaux. Ils s'en vendent pas des caisses. Voilà. Après, on va pas se mentir, Apple a très longtemps aussi entretenu le fait que c'était pas une plateforme pour le gaming spécialement, c'était beaucoup une plateforme gaming mais genre pour les petits jeux mobiles, les doodle jump pour en revenir très très loin en arrière ou pour des choses comme ça ou des petites démos techniques. Je me souviens d'un truc qui faisait une espèce de démo 3D assez impressionnante et tout ça, mais c'est plus dans cet esprit-là de puissance, de montrer de la puissance que dans une véritable motivation d'en faire des machines de jeu. Là, on va pas se mentir, les jeux pour l'instant, y a tout un travail de rééducation en disant ouais, notre machine elle est capable de faire du jeu, achetez pas une Steam Deck, achetez un iPhone. C'est un peu ça sur lequel ils doivent travailler, j'imagine. Est-ce qu'ils le feront ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, au vu de quand même qu'ils mettent un peu de place à chaque fois aux jeux vidéo dans les conférences et qu'ils prennent le temps d'annoncer les gros AAA qui arrivent, le truc c'est que en tout cas ils y comptent. Ils veulent prendre leur part de marché sur le gaming mobile. Redout qui nous dit personne n'a envie de jouer à RE Village sur son téléphone. Je pense qu'ils ont un œil sur le Steam Deck. Et en vrai, tu vois, tu me dis oui, jouer sur un téléphone c'est pourri. Malheureusement, je l'ai oublié là-haut. Mais je vais te montrer un truc. Honnêtement, si tu traînes avec ça, un truc de la chaîne, bouge pas. Alors, je vais aller sur Rester connecté, parce que là, je suis sur TechVR Focus. Regarde, faut que je la retrouve.
Toi qui me regardes, est-ce que tu sais qu'en moyenne... Tais-toi. Attends, parce que en fait, c'est pas que je veux faire le mec qui fait du suspense, j'ai oublié le nom. C'est tout. Mais et ils l'ont montré dans la conférence, c'est pour ça aussi que je t'en parle. Bouge pas. Donc, qu'est-ce que j'en fais des vidéos, moi? Et donc. Et vous voyez, toutes ces vidéos-là, un petit peu machin, elles disparaissent parce qu'il y en a plein qui bident et qui polluent un peu la chaîne et les gens sont plus en attente des vraies vidéos ou peut-être des vidéos analyses, mais bien faites, bien travaillées. Mais voilà. La Backbone One, que je te montre ici. Une fatigue. Voilà, je sais pas ce que tu en penses. Attends, je vais essayer de montrer. Voilà. Et la Backbone One, c'est un accessoire qui, écoute, peut vraiment s'emporter un peu partout et qui en même temps, permet de jouer comme ça quand même dans une bonne condition, quoi. Non, mais tu la branches à un écran, tu connectes à une manette et let's go. Tu emmènerais sinon ta vie avec toi tout au long de la journée. Exactement. Tu vois? Mais si tu prends déjà un accessoire comme ça et que sur ton smartphone, tu as la puissance d'une Steam Deck, ou en tout cas l'équivalent, parce que tu as les jeux qui ont été repensés et adaptés pour, et finalement, voilà quoi. Ça peut être cool. Ça peut être cool. Après, il dit, ouais, je connais, mais tu joues 30 minutes, tu as perdu 50% de ta batterie. Moi, en tout cas, je traîne beaucoup plus avec une batterie externe de plus en plus, quoi. Donc, à voir. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'un dans l'autre, l'article quand même finit par une note positive en disant que déjà au niveau de la chaîne d'approvisionnement, c'est vrai qu'on l'a pas remarqué, mais est-ce que vous avez quand même constaté que les gens qui ont voulu préco, ils ont pu préco sans problème, il n'y a pas de grosses attentes, il n'y a pas de friction. Apple apparemment a très très bien géré sa chaîne d'approvisionnement, ce qui fait qu'ils ont réussi à augmenter la production pour surtout faire en sorte que toute commande soit globalement honorée. Moi, je n'ai pas entendu, d'habitude, chaque année, des gens qui disent « Ah ouais, j'ai commandé, mais ça arrivera plus tard, je me suis pris 3 semaines de délai » ou des choses comme ça. Au final, là, c'est vrai que cette année, on n'en a pas parlé tellement c'est passé fluide. Et apparemment, malgré tout, on parle de perspectives prometteuses malgré un départ modéré. Et j'étais en train de lire la fin, j'étais en train de regarder la fin. Alors on sait que d'ailleurs pour l'instant les chiffres ils restent confidentiels parce qu'il faut attendre les résultats le mois prochain qui nous donneront une idée, qui nous donneront des chiffres sur le week-end de vente des iPhones. Attendez, ces données incluront seulement 7 jours de prévu et 10 jours de vente régulière. 7 jours de pré-vente, et 10 jours de vente régulière. Néanmoins, des projections confiantes persistent parmi les analystes quant au succès éventuel de ce nouveau modèle dans les prochains mois, en particulier durant le trimestre décisif des fêtes de fin d'année. D'après un échange avec CNN, l'analyste Ives reste optimiste, affirmant que tout se joue sur un trimestre de vacances spectaculaires et la super cycle. Oh là, c'est un peu bizarre, je ne sais pas si c'est moi qui lis mal. Tout se joue sur un trimestre de vacances spectaculaires et la super cycle commence pour l'iPhone 16 à notre avis. Je crois qu'il y a eu un peu de Google Trad un peu foiré. Propos recueillis via email par CNN. C'est-à-dire que malgré un engouement... je vais y arriver, pardon. Désolé, c'est l'anesthésie qui n'aide pas non plus. C'est dire que malgré un engouement initial relativement tiède, l'iPhone conserve un potentiel certain pour réaliser des performances records. Et là, moi j'ai un problème avec juste la fin de l'article, c'est qu'ils ne nous disent pas pourquoi. C'est-à-dire que sur tout l'article, ils arrivent à nous donner des arguments en disant bon l'Apple Intelligence ça tarde à arriver, les améliorations sont cool, mais pas non plus de quoi sauter au plafond. Et à la fin, ils nous disent il y aura quand même des perspectives prometteuses
Alors, il nous parle de ce trimestre de vacances spectaculaire et le Super Cycle. Je sais pas du tout ce que c'est. Mais par contre, ouais. Bah, on va voir si finalement cette Apple Intelligence qui va arriver ce mois-ci va débloquer la situation. Par contre, on rappelle, hein, c'est que malgré tout, et là je parle pour les ventes globales, pour les iPhones dans le monde, je te rappelle que pour l'instant, c'est un peu compliqué pour les utilisateurs en Europe. Donc ça, pour moi, ça doit justement aller un peu à contre-courant à la fin pour dire que ça ne réalisera pas forcément des performances records. Parce que si c'est ça que les gens attendent, alors que moi j'avais vu d'autres arguments pour dire aux gens, écoutez, il est plutôt cool cet iPhone 16, en termes de puissance, en termes de, voilà, en termes de il offre le bouton capture. Alors après, si le bouton capture ne prend pas, ça c'est un peu, voilà, ça c'est un autre problème. Donc on disait que ORLM et The AI Collection n'aimaient pas le bouton, mais je pense que tu dois attendre de l'acheter, de le tester pour t'en rendre compte si tu l'aimes ou pas, toi, parce que tu y a peut-être sans doute des gens qui vont adhérer. Mais voilà.